je tiens à remercier toute l'équipe de l'Observatoire de la liberté d'expression de m'avoir conviée à ce symposium. Alors je voudrais vous présenter aujourd'hui un questionnement, donc à savoir est-ce que la liberté de création artistique et littéraire est une question inévitablement polémique? À vrai dire, mon titre, euh, finalement, est presque trop ouvert puisque j'ai envie immédiatement de répondre oui et de ne pas laisser de suspense par rapport à cette question. En effet, je voudrais plutôt montrer pourquoi cette question est inévitablement polémique plus que de montrer qu'elle l'est. Voilà, je vais légèrement déplacer mon propos. Alors pour cela, j'ai prévu trois parties, hein. Une première qui sera très rapide, où je montrerai qu'elle est génératrice de polémiques. Une deuxième qui portera sur cette question de pourquoi. Et enfin, une troisième qui appelle à des études scientifiques de la liberté de création artistique et littéraire. Alors, je commencerai par cette première question, hein, une question génératrice de polémique. J'ai préparé avec un spécialiste de traitement automatique des langues un certain nombre de polémiques qui ont une extraction à partir des réseaux sociaux de données qui nous permettent de montrer qu'à chaque fois qu'une affaire à chaque fois qu'une affaire commence, elle fait l'objet immédiat de très nombreux tweets au point qu'on peut parler de véritables polémiques publiques. Donc j'ai mis ici l'exemple de Roald Dahl. Donc Roald Dahl, qui est un auteur évidemment très connu. Donc ce graphique montre quoi? Montre en fait toutes les occurrences que l'on trouve sur Twitter, donc désormais X, du nom Roald Dahl. Donc qu'est-ce qu'on voit? Comme c'est un auteur connu, évidemment, on a ce qu'on appelle du bruit en traitement automatique des langues, c'est-à-dire qu'on en parle absolument tout le temps. En revanche, il est évident qu'il y a un moment où le nom de Roald Dahl fait l'objet de tweets beaucoup plus nombreux, c'est au moment de février et mars 2023, qui est un moment que l'on peut considérer comme un événement médiatique, une véritable polémique publique, puisqu'on atteint à ce moment-là un total de 110 à 115 000 tweets consacrés à Roald Dahl. Pourquoi? Parce que c'est un moment où on a choisi, donc son éditeur anglais, Puffin UK, a choisi d'imprimer les romans de l'auteur avec des modifications, hein. Je pense que vous en avez tous entendu parler, hein. Le nombre de tweets permet justement de supposer que tout le monde en a entendu parler, hein. Et dans cette polémique, cette réédition consistait notamment à changer le terme de fat, jugé comme trop insultant, par celui de enormous, ou bien encore, hein, Mathilda dans le roman éponyme ne lit plus Rudyard Kipling, mais Jane Austen. Bref, donc cette affaire qui concernait la pratique d'un éditeur en Angleterre a donc généré une polémique publique internationale. Et donc, ce qu'on peut voir par ce petit graphique, c'est que la polémique est par ailleurs très éphémère, hein. On voit bien qu'on a un pic à un moment, puis qui retombe très vite. De la même façon, hein, alors c'est moins spectaculaire si on prend l'exemple des dix petits nègres. Donc les dix petits nègres, pourquoi c'est moins spectaculaire en chiffres? Parce que j'ai fait une recherche à partir du titre français. Du coup, on a accès seulement à la polémique dans l'espace francophone et non pas international, alors qu'avec Roald Dahl, évidemment, le nom étant le même en anglais et en français, on a accès à plus de tweets. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici aussi, hein, une polémique qui apparaît, qui est très nettement et de manière éphémère, hein. C'est sur un mois, aux alentours, c'était donc en 2020. Pourquoi ce moment où on a de très nombreux tweets et de très nombreuses mentions? Parce que c'est le moment où l'éditeur français décide de changer le titre, hein, de passer des 10 petits nègres jugés offensants à ils étaient 10. On peut voir d'ailleurs à droite du graphique un petit sursaut
Donc parce que là, à ce moment-là, c'est les ayants droit d'Agatha Christie avaient demandé à des sensitivity readers d'expurger l'œuvre de termes offensants dans l'édition HarperCollins. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien hein, qu'à partir de l'extraction sur les réseaux sociaux, on peut identifier clairement des moments polémiques. Et puis enfin, un dernier cas, hein, le cas de Bastien Vivès, qui en France a fait l'objet d'une polémique très importante au moment du festival d'Angoulême, qui est le festival de la bande dessinée. Donc ça, c'était en décembre 2022. Pourquoi? Parce que les organisateurs de l'exposition, d'une exposition dans le cadre du festival d'Angoulême avaient décidé d'annuler l'exposition consacrée à Bastien Vivès, puisqu'on l'accusait de promouvoir la pédopornographie. Alors, ces quelques exemples hein, qui sont uniquement quantitatifs montrent bien qu'il y a des moments très identifiables sur les réseaux sociaux hein, où on voit des montées du nombre de tweets hein, qui sont très spectaculaires, mais aussi que chaque polémique retombe vite. Mais pour autant, et c'est ce que je voudrais, c'est une de mes idées, dire qu'elle participe à cette petite musique qui est constante et qui consiste à dire qu'il y a des atteintes permanentes à la liberté de création. Donc même si une polémique retombe, il y a bien hein, donc cette petite musique qui reste et on va voir pourquoi. Par ailleurs, dans ces trois polémiques montrent bien aussi hein, qu'il y a de très nombreux intervenants, donc différents, qui tweetent sur ces affaires, ce qui montre bien que c'est un public de masse hein, qui interagit et qu'il s'agit bien de polémiques publiques et pas seulement de querelles. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'emploie ce terme à dessein. Alors, j'en viens maintenant au deuxième point, qui est de savoir pourquoi une telle capacité à générer des polémiques. Pourquoi tant de gens s'intéressent au statut des romans de Roald Dahl? Pourquoi tant de gens s'intéressent à la question de retitrer un roman d'Agatha Christie? Alors, je vais évidemment faire des hypothèses hein, pour répondre à ces questions et je serai ouverte à la discussion de ces hypothèses. Alors, la première hypothèse, c'est qu'on a toujours des débats qui sont autour de questions d'intérêt public, ce qui permet d'en faire des polémiques publiques, hein, d'intéresser chaque citoyen. En effet, la liberté de création constitue un droit fondamental qui est considéré comme le garant des autres libertés. Et à ce titre, le questionnement sur ses limites dépasse l'échelle individuelle de la querelle entre personnes, car elle n'a d'intérêt que par son sens collectif. Donc ça, c'est la première chose, hein, puisque la liberté de création, comme la liberté d'expression, et tout ce dont je vais parler ici pour l'instant, ne distingue pas la liberté de création de la liberté d'expression, et je m'en expliquerai. Il me semble hein, que comme c'est un droit fondamental, elle n'est pensée que par son exercice collectif. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est forcément un sujet d'intérêt public. Par ailleurs, deuxièmement, lorsqu'elle est questionnée dans une polémique, elle est systématiquement mise en balance avec d'autres droits ou libertés fondamentaux qui sont autant de questions d'intérêt public. Par exemple, hein, la protection de la vie privée, dans beaucoup d'affaires qui mettent en jeu la liberté de création artistique et littéraire, il y a donc la question de sa limitation est posée au nom de la protection de la vie privée d'un individu. C'est le cas, par exemple, hein, de très nombreuses autofictions qui ont fait l'objet de polémiques. Mais ça, donc voilà, c'est une question d'intérêt public. Ça peut être aussi le respect des croyances, exactement comme pour la liberté d'expression. Avec Mathilde Baraban et toute l'équipe, nous avons travaillé sur le cas de Golgotha Picnic, une pièce chrétienne. Une pièce chrétienne, c'est l'inverse, justement. Une pièce qui était blasphématoire à l'égard du Christ et de la religion chrétienne. Hein, et donc, toute la polémique sur laquelle on a travaillé a consisté à savoir lequel des intérêts était supérieur, à savoir le respect des croyances ou bien une liberté de création absolue. Donc, systématiquement, hein, une question qui est une question d'intérêt public qui dépasse en fait le cas de l'œuvre en question.
Troisièmement, et c'est peut-être ce qui est devenu le plus important dans les polémiques, la question d'intérêt public majeur que l'on trouve, que l'on trouve dans ces questionnements sur la liberté de création, c'est le respect des droits humains et de ceux qui en découlent. L'égalité raciale et sexuelle, je pense à des affaires notamment de discrimination raciale, Gisèle en parlera, mais également d'appropriation culturelle, ou encore le droit à disposer de son corps. Je pense à une exposition qui s'appelle Exhibit B, où la question était de savoir si on pouvait faire un musée avec des personnes vivantes. Donc, toutes ces questions-là, si je les répertorie comme ça, c'est pour bien montrer qu'on a un conflit systématique entre des questions d'intérêt public qui dépassent l'intérêt individuel de la personne d'une personne qui viendrait essayer de limiter la liberté de création. Pour cette raison, toute affaire, si locale qu'elle soit, et je vais en donner des exemples, donne toujours lieu à des polémiques sur les réseaux sociaux, dans les médias, qui est fondée sur une généralisation à des principes. Et cette généralisation a pour conséquence une homogénéisation des cas. Donc cette généralisation conduit du même coup à une radicalisation, une simplification des points de vue, des prises de position publiques, ainsi qu'un amalgame entre des situations très variées. Et ça, c'est vraiment un des points majeurs quand on observe tous les discours autour de la liberté de création, c'est de voir à quel point il y a cet amalgame, cette généralisation des principes, au point même d'oublier les incidents mineurs qui sont à l'origine des polémiques publiques. Si on prend l'exemple des suppliantes à Sorbonne Université, donc je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire au Québec, c'était en 2020, un metteur en scène avait mis en scène la pièce d'Eschyle dans le cadre d'une compagnie théâtrale universitaire, c'était à Sorbonne Université, c'est-à-dire que ce n'est quand même pas dans une grande salle de spectacle. Donc, pour moi, au départ, c'est un événement assez mineur, sachant que ce sont des syndicats étudiants qui ont appelé au boycott de la pièce au nom du blackface et de l'interdiction du blackface, dans la mesure où on avait des acteurs blancs qui jouaient des noirs. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a eu une polémique. Donc, en revanche, la polémique a immédiatement dépassé les murs de l'université et s'est retrouvée dans le débat public. Donc, c'est ça que je veux dire par rapport à cette question de la généralisation, c'est qu'on peut avoir quelque chose de très local, mais immédiatement, au nom de la liberté de création, on retrouve ça a toujours un intérêt public. C'est la même chose pour la question du baiser de Blanche-Neige. Il y a quelques années, dans une revue américaine, un article au moment de la réouverture de Disneyland aux États-Unis, il y a une attraction portée sur Blanche-Neige, et à cette occasion, un article faisait l'éloge en fait de cette attraction. Et à la toute fin, cet article regrettait que dans le film de Blanche-Neige, le baiser final ne soit pas consenti. Or, de cet article dans une revue spécialisée universitaire, on a ce petit regret qui était en plus un petit passage de l'article a immédiatement fait l'objet d'une polémique internationale dont on a aussi entendu parler en France au nom de la cancel culture qui s'en prendrait, qui attaquerait désormais Blanche-Neige. Donc on voit bien donc à chaque fois qu'on a des petits événements localisés qui font l'objet de polémiques publiques internationales. Par ailleurs, ce qui est frappant dans tout questionnement autour des limites de la liberté de création, c'est qu'on a une dichotomisation qui est inhérente, qui est le propre d'une polémique. En effet, comme je le disais, les polémiques mettent en cause des intérêts collectifs, des libertés fondamentales qui sont souvent d'égal intérêt.
Donc, c'est-à-dire que entre privilégier l'égalité des personnes ou la liberté d'expression, hein, on voit bien qu'on a des droits équivalents. Et c'est la raison pour laquelle on peut dire que ces polémiques conduisent à des dilemmes moraux. Privilégier une liberté fondamentale empiète nécessairement sur l'autre. Et donc, il y a deux options antithétiques qui s'excluent l'une l'autre avec une impossibilité finalement de résolution du dilemme, hein. Donc, c'est vraiment pour la raison pour laquelle je parle de dilemme moral. Et pour cela, on peut rapprocher ça de la définition que la linguiste et rhétoricienne Ruth Amosi donne de la polémique, hein. Elle dit que l'une des caractéristiques de la polémique, c'est précisément la dichotomisation champ, du champ social, du débat public, de l'espace public, sans aucun accord possible. Par ailleurs, quand elles sont judiciarisées, ces polémiques, c'est exactement le même principe. Les juges, quand ils doivent trancher, doivent opérer ce qu'on appelle une balance des intérêts. Ils ne vont pas dire que ils ne vont pas choisir l'un par rapport à l'autre. Ils vont aboutir à la solution la moins insatisfaisante possible, hein, c'est-à-dire que les deux intérêts sont toujours considérés comme équivalents, et donc on va essayer de trouver la solution qui soit la moins attentatoire. Mais pour les juges, c'est toujours extrêmement complexe, précisément parce qu'ils doivent trancher des dilemmes moraux qui sont intranchables dans l'espace public. Enfin, dernier point par rapport à cette question de la dichotomisation, on voit bien que quand on a une liberté qui s'oppose à une liberté, ça crée une logique de dissensus, de polarisation, qui implique une division sociale, hein, qui est caractéristique d'une polémique. Et là, je m'appuie encore sur Ruth Amosi et sa définition de la polémique. Donc, on voit bien, hein, qu'on retrouve les caractéristiques de la polémique telle qu'elle est définie dans son livre, dans son excellent livre Apologie de la polémique. Autre point, on trouve systématiquement dans ces polémiques que l'on peut étudier, qui peuvent, comme je le disais, partir d'un événement très précis, une disqualification de l'adversaire qui passe par le prisme de la censure. En effet, dans toutes ces affaires relatives à la limitation de la liberté de création artistique et littéraire, ce terme de censure revient sans cesse. Et le terme de censure, Mathilde Baraban et moi, on ne cesse d'essayer de le contourner parce qu'il est vu comme une entité unique et homogène qui empêche de comprendre ce qui se joue. En effet, le terme de censure est une catégorie que l'on peut dire infamante, immédiatement disqualifiante, hein. Personne ne se dira pour la censure. La censure, ça sert systématiquement à désigner un ennemi donc inconnu, hein, et surtout qui est toujours le même, la censure. D'ailleurs, évidemment, lorsqu'on utilise le terme de censure, il y a toute une légende noire qui est associée. On pense évidemment aux pires heures de l'Inquisition, etc. Donc, c'est un terme qui est extrêmement chargé du point de vue des connotations. Par ailleurs, l'usage du terme, hein, dans le débat public est associé, quand on étudie des polémiques, régulièrement à l'argument de la pente glissante. Pour dénoncer un cas particulier, on va montrer les conséquences désastreuses et générales auxquelles il peut conduire. Par exemple, si on remplace fat par énorme chez Roald Dahl, les détracteurs de cette censure qui serait exercée sur Roald Dahl vont immédiatement parler des conséquences désastreuses en disant mais voilà, on va réécrire toute la littérature, etc. Donc on voit bien que cet argument de la pente glissante est extrêmement fréquent dans les polémiques et dans les prises de parole dans ces polémiques. Donc, ce qui est très net, hein, par rapport à ce terme de censure, c'est que critiquer la censure, ça va de soi. Et donc, je voudrais insister sur l'idée que l'usage du terme parasite la réflexion sur la liberté de création artistique et littéraire et la réflexion qui doit l'accompagner. Il n'y a donc pas de dialogue, et c'est dans les polémiques telles qu'on peut les étudier, il n'y a pas de dialogue à proprement parler entre adversaires et défenseurs de la liberté d'expression, parce que personne ne peut se définir comme adversaire de la liberté d'expression. On a systématiquement des défenseurs de la liberté d'expression qui vont s'insurger contre une censure, mais dont les acteurs sont souvent peu identifiables et homogénéisés.
Et à la place, en fait, ce que l'on trouve dans les polémiques, c'est plutôt une circulation de discours, de formules qui envahissent le débat public pour désigner un phénomène intolérable qui lui serait attentatoire. Donc, ce phénomène, on n'en questionne plus l'existence et la réalité objective, et on a même tendance à en oublier la source. Ça a été très frappant en France sur la question des sensitivity readers. D'ailleurs, on pourra remarquer que dès qu'on a des débats relatifs à la liberté de création en France, on importe des termes anglo-saxons par rapport justement à ce présupposé que tout cela nous viendrait des campus américains. Donc, on utilise le terme, même s'il est difficile à prononcer quand on est français, de sensitivity readers. Je sais qu'au Québec, vous utilisez plus lecteurs sensibles. Mais donc, en France, voilà, on le garde en anglais. Et ce terme de sensitivity readers, on voit bien qu'au moment où est arrivée la polémique de Roald Dahl, le terme avait déjà été utilisé en France, ce n'est pas la première occurrence, mais il s'est imposé dans le débat public. Donc, c'est devenu un terme qui désigne un phénomène intolérable, c'est-à-dire des gens dont le métier serait de réécrire toute la littérature pour plaire aux communautés. Et donc, évidemment, ça renvoie à l'idée d'une dictature des identités. Et le débat va consister, du coup, à savoir si c'est légitime d'avoir des sensitivity readers ou si c'est illégitime, et surtout si leur action est répréhensible ou non. En réalité, on voit bien qu'il y a un décalage finalement entre ce débat, comme si cette réalité était objective et existait, et la réalité qui est qu'on n'a jamais vraiment documenté la question des sensitivity readers. Donc on voit bien ici que par ces termes-là, il y a l'idée de désigner ce que j'appelle des phénomènes intolérables, attentatoires à la liberté de création. Et donc, dès qu'on organise un débat, il s'agit d'opposer ces phénomènes au principe général de la liberté de création. Et évidemment, c'est devenu une question éminemment politique également, mais exactement comme là-dessus, il n'y a pas de différence, je pense, avec la liberté d'expression. Le terme de censure, au départ, semble apolitique, mais il se trouve désormais manié dans le débat par des acteurs variés du point de vue des oppositions, mais surtout par les milieux réactionnaires. Denis Ramon en a parlé dans son livre La bave du crapaud, et je vous renvoie aux pages qu'il a écrites là-dessus et qui sont très intéressantes. Cette censure est également abordée par une série de termes connexes. Je ne vous apprends rien, je pense, qui assimile cette censure à la pensée dite dominante de gauche, bien pensante, politiquement correcte, cancel culture, et le désormais wokisme qui a connu une telle fortune et qui connaît toujours une telle fortune. Donc on voit bien que ce sont des termes qui remplacent finalement ce terme de censure, mais avec à chaque fois une homogénéisation, une radicalisation, et sans vraiment qu'on sache de quel acteur il s'agit, comme s'il s'agissait de théories univoques, avec toujours de mêmes modes opératoires. En réalité, on est très loin de ça, puisque parfois, on a des modes d'action qui sont extrêmement variables. Enfin, donc, pour cette raison, les polémiques relatives à la liberté de création artistique et littéraire impliquent un positionnement politique. Enfin, et là, je vais montrer, quand il s'agit de polémiques liées à la liberté de création par rapport, donc tout ce que je viens de dire, ça peut très bien s'appliquer à la liberté d'expression. Il y a une spécificité de la littérature qui est le prisme de l'autonomie. L'autonomie, évidemment, qui date du 19e siècle, qui a été théorisée, je ne vous l'apprends pas, par les sociologues. Et donc, la liberté de création n'est pas un simple synonyme du terme de liberté d'expression. Elle est aussi revendiquée au nom de l'autonomie des arts et de la littérature. Donc, je vais rapidement. L'autonomie de l'art suppose des codes de réception distincts des autres discours fondés sur des valeurs esthétiques, et ça suppose aussi l'idée d'une exception artistique. Et donc, dès lors qu'on va essayer d'opposer d'autres règles, d'autres normes qui sont des normes hétéronomes, il y a l'idée d'une mise à mal des valeurs mêmes du monde de l'art et d'une incompréhension de ces règles. Évidemment, on peut reprocher à celui qui essaie de limiter la création artistique et littéraire de ne rien comprendre à l'art et à la littérature et à ces règles.
Voilà, donc pour finir, hein, la liberté de création a donc doublement une capacité à générer des polémiques en tant qu'elle appartient à la liberté d'expression, mais aussi en tant que discours à part et autonome. Voilà, je vous remercie.